Donc, programme de ce soir. Ce soir, alors, normalement, les thèmes prévus, c'était les thèmes des chapitres 22 à 26. Bon, maintenant, comme on a assez peu de temps pour traiter cette question qui est quand même très importante, la protection sociale, j'ai choisi, à travers les cas pratiques, hein, de faire un focus sur l'indemnisation des accidents, des arrêts de travail, accidents de maladie, d'arrêt de travail, assurance chômage et assurance vieillesse. Ok, parce que c'est des trucs qui sont un petit peu techniques, donc je préfère me faire un focus là-dessus. Bon, le droit à la formation, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas de truc particulier à comprendre. La retraite, par exemple, il y a des choses, des petits mécanismes qu'on va aborder ensemble. Voilà, donc j'ai fait un choix parmi ça. Euh, alors, allons-y gaiement. Donc on a quatre cas de mémoire. Premier cas. Premier cas. Donc, à la suite d'une explosion survenue dans l'atelier où il travaille depuis 2 ans, Tanguy perd l'usage d'un œil est victime de brûlure de la main au troisième degré. Après enquête de l'inspection du travail, il s'avère que l'employeur avait été informé il y a plusieurs mois que des réservoirs contenant des produits dangereux étaient stockés avec des risques de fuite. En dépit de cette alerte, l'employeur n'a pris aucune action pour remédier au problème. OK. Alors, comment qualifiez-vous ces faits? Alors, ces faits, il y a deux faits ici à commenter. Le premier, c'est l'accident dont est victime le salarié. Et deux, c'est incidemment le comportement de l'employeur à l'occasion de cet accident. OK. Alors, déjà, première question, comment qualifieriez-vous juridiquement l'accident dont est victime ici Tanguy? Alors, dites-moi. Alors, vous vous rappelez, en termes d'accident, il y a trois possibilités. Accident de droit commun, accident de travail, accident de trajet, qui sont trois choses distinctes. OK. Selon vous ici. Alors, j'ai une question aussi, une question préalable. Quelle différence y a-t-il entre un accident et une maladie? Alors, Nel, on va y revenir. On va y revenir. Mais je reviens à ma propre question. Quelle différence y a-t-il entre un accident et une maladie? Parce qu'une maladie, c'est pas un accident, c'est pas une maladie. Où est la différence? Quelqu'un a une idée? C'est dans le caractère soudain de ce qui arrive. Un accident, c'est toujours soudain, c'est brutal. Bim, ça arrive en un instant. Une maladie, ça n'arrive pas en un instant. Une maladie, il faut la développer, la couver, etc. Il y a différentes phases. Ok. Donc c'est le critère, la différence, c'est la soudaineté de l'événement. Un accident, c'est soudain. Une maladie, c'est pas soudain. Une maladie, ça met plus de temps à apparaître, à évoluer. Ok. Voilà. Fondamentalement, c'est une question qu'il faut se poser, hein. Ok. Alors, ici, donc, concernant la qualification de l'accident dont est victime Tanguy, Nel me dit c'est un accident de travail. Ok, comment est-ce que vous le justifiez? Parce que, alors toujours, rappelez-vous, hein, vous devez toujours justifier les réponses que vous donnez. C'est ça parce que s'il n'y a pas de justification, c'est mort. Ok, alors, alors déjà, quelle est la définition légale de l'accident de travail? Alors, sur le lieu, attention, gaffe, 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 c'est un paramètre. Mais il y a un truc qui est vachement plus efficace que ça. Il y a un paramètre, il y a un truc synthétique qui est vachement bien. L'accident de travail est celui qui survient pendant... attends. Alors, puisqu'on peut dire aussi à l'occasion du travail, etc., mais pendant que le salarié est sous la subordination juridique de l'employeur. J'aurais fait, hein. L'accident de travail est celui qui survient pendant que le salarié se trouve sous la subordination juridique de l'employeur. C'est-à-dire donc qu'il est au boulot. OK. Alors, à quoi correspond ce temps pendant lequel il est sous la subordination de l'employeur? Ça, ça renvoie à une notion qu'on a vue quand on a abordé le temps de travail. C'est la notion de temps de travail effectif. Donc, on peut dire que l'accident de travail, celui qui revient pendant une période de temps de travail effectif du salarié. C'est quoi la définition du temps de travail effectif? C'est la période de temps pendant laquelle le salarié, je cite, hein, est sous la subordination. Pardon. Euh, non, pardon, plouf plouf. Pendant le temps où le salarié est à la disposition immédiate et permanente de l'employeur, obéit à ses directives,
et ne peut vaquer à ses occupations. Je le refais, hein. Le temps de travail effectif, hein, la période de temps pendant laquelle vous êtes au boulot, pendant laquelle vous devez être payé et pendant laquelle peut survenir un accident de travail. Donc, hein, c'est la période de temps pendant laquelle le salarié est à la disposition immédiate et permanente de l'employeur, obéit à ses directives et ne peut vaquer à ses occupations personnelles. Ok. Ici, c'est le cas, hein. Alors, parce que le lieu de travail, regarde bien, imagine, tu bosses du lundi au vendredi en entreprise, ok, en cabinet ou n'importe où. Si le samedi, tu vas sur ton lieu de travail chercher un truc que tu as oublié ton portable, ok. Si tu te casses la gueule dans l'escalier, ça arrive bien sur ton lieu de travail, mais à un moment où tu n'es pas au travail. Donc, ce ne sera pas un accident de travail, alors même qu'il est arrivé sur le lieu de travail. Tu vois? Voilà, hein. Donc, c'est pour ça, le lieu de travail, c'est un paramètre, mais ce n'est pas le mieux. Le mieux, c'est celui qui survient pendant le temps où tu es sous la subordination juridique de l'employeur, c'est-à-dire pendant la période de temps de travail effectif. Ok. C'est quoi la période de temps de travail effectif? C'est la période où le salarié est à disposition immédiate et permanente de l'employeur, obéit à ses ordres et ne peut vaquer à ses occupations personnelles. Ok. Ici, c'est le cas. Ici, il est blessé et brûlé pendant qu'il travaille, pendant un temps, donc ça c'est bien sur le lieu et aux heures de travail, pendant le temps où il est sous la subordination juridique de l'employeur. Donc, Tanguy est bien victime d'un accident de travail. Ça va? Vous voyez comment on fait? Donc, c'est par référence à cette notion. Alors, ces deux sont liés. Pendant le temps où le salarié est sous la subordination juridique de l'employeur, c'est-à-dire pendant qu'il est au boulot, autrement dit, hein, ok. Autre façon de le dire, l'accident qui survient pendant un temps de travail effectif, un temps de travail effectif. Et vous rappelez, vous reprenez dans ce cas-là la définition de temps de travail effectif, ok. Ce qui est le cas en l'espèce. Parce que regarde bien, imaginez, vous terminez le boulot, vous, à 18 heures, ok. 5 minutes avant, l'employeur vient vous voir et dit: Ah tiens, il faudrait que vous portiez ces documents chez un client, machin, etc. Bon, euh, ça veut dire que là, tu vas agir sur ordre. Ok. C'est-à-dire que le temps que tu quittes le bureau pour aller porter les documents chez le client qui est à 20 minutes ou à une demi-heure de là, pendant ce temps-là, tu es bien au travail puisque tu bosses pour l'employeur. Théoriquement, d'ailleurs, ce temps devrait être payé. Ok. Eh bien, si pendant le temps de trajet entre le cabinet que tu quittes et le client auquel tu vas porter des documents, si t'arrive une merde, c'est pas un accident de trajet, hein. C'est un accident de travail parce que tu es encore au boulot. T'es encore en mission. D'accord? Tu obéis bien à un ordre de l'employeur. Et d'ailleurs, ce temps doit être payé. Tu vois? C'est comme ça qu'il faut bien voir le truc, hein. Donc, même si officiellement ton boulot s'arrête à 18 heures, si tu te retrouves à travailler encore au-delà de 18 heures, alors déjà, éventuellement, ça peut être des heures sup, mais surtout, si tu arrive un problème pendant ce temps-là, c'est un accident de travail. La vie au travail ne s'arrête pas à 18 heures. Non, non, elle s'arrête aussi longtemps que tu bosses. Aussi longtemps que tu bosses. OK? Voilà. Alors maintenant, ça, OK, le salarié victime d'un accident de travail. Comment qualifieriez-vous, sur ce coup-là, le comportement de l'employeur? Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement lui reprocher? Ouais, bien, dans l'énoncé, vous avez tous les trucs, hein. Donc, il est informé qu'il y a un danger, il ne réagit pas, le danger survient, un salarié est blessé. C'est quoi ça? De la part de l'employeur, comment ça s'appelle? C'est une, quelqu'un sait? Une faute Alors, négligence, mais au-delà de la négligence, c'est une faute inexcusable. La faute inexcusable, genre la faute inexcusable de l'employeur, parce que le salarié peut en faire une aussi, hein. La définition, c'est euh, lorsque l'employeur euh, connaissait ou aurait dû connaître le danger auquel est exposé le salarié et n'a rien fait pour l'en protéger. Donc, en gros, l'employeur sait ou aurait dû savoir qu'un danger menace le salarié et qu'il n'a rien fait. Et évidemment, pendant cette période, le salarié, il lui arrive une merde. Ok. Donc, alors, un, c'est un accident de travail, et deux, de la part de l'employeur, on peut considérer que cet accident est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur. Alors, là, on en vient à la deuxième question. Quelles sont les conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ok. Alors, au premier chef, pour l'employeur, ça va justifier une majoration de ses cotisations accidents de travail. En gros, les cotisations patronales qu'il paie chaque mois à l'URSSAF pour les accidents de travail,
et maladie professionnelle, cette cotisation va être augmentée. OK. Et deux, si le salarié, donc ça a été blessé, en supposant qu'il garde des séquelles de l'accident, OK, euh, il percevra ce qu'on appelle une rente d'incapacité. Une rente d'incapacité à cause des conséquences durables de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle. Ok, il va percevoir une rente d'incapacité. Et bien justement, si à l'origine de cette rente d'incapacité, il y a eu par exemple un accident de travail imputable à une faute inexcusable de l'employeur, eh bien la conséquence est que sa rente d'incapacité va être majorée de 40%. Une majoration de la rente d'incapacité que va percevoir le salarié. Et dans le même temps, une augmentation des cotisations patronales que l'employeur va devoir payer à l'URSSAF chaque mois pour les cotisations, donc accident de travail, maladie professionnelle. Ça va? Ça va? Ok. Alors, euh, question suivante. Tanguy a un arrêt de travail d'une durée de 72 jours. Alors, première question toute conne. Qui lui a accordé cet arrêt de travail? Qui? Oui, lequel? Lequel, Camille? Parce que ça peut être ton médecin de famille, le médecin du travail ou le médecin conseil de la sécurité sociale. Ça peut être donc ton médecin de famille, le médecin du travail ou le médecin conseil de la sécurité sociale. Lequel des trois? Perte de U. C'est ton médecin à toi qui te file un arrêt de travail. Quand tu es malade, ok, tu peux pas aller au boulot, tu as la crève ou n'importe quoi, tu as un accident, qui vas-tu voir pour être mise en arrêt de travail? Ton médecin, pas le médecin du travail, ton médecin traitant, le médecin de famille, ton médecin traitant, ok? Donc c'est le médecin traitant, c'est parce que, notez bien, le médecin traitant a un rôle, le médecin du travail a un deuxième rôle différent, le médecin conseil de la sécurité sociale a un troisième rôle différent, ok? Voilà. Donc ça là, mettre un salarié en arrêt de travail, c'est le job de ton médecin de famille, du médecin traitant, ok? Voilà. Alors, question technique maintenant. Alors un truc. Quel est le rôle du médecin du travail? Quel est le rôle général, le premier rôle du médecin du travail? Dites-moi. C'est simple. Quelle est sa mission fondamentale? Évaluer ou apprécier quoi? Il y a un mot-clé. Le médecin du travail est chargé d'évaluer quoi? L'aptitude au travail du salarié. C'est le médecin du travail qui te déclarera à l'occasion des visites, visites d'embauche, visites de reprise, etc., celui qui verra si tu es apte ou inapte à tenir ton poste. OK. Inaptitude. Donc l'inaptitude, c'est le médecin du travail. C'est pas votre médecin de famille. C'est pas le médecin conseil de la sécurité sociale. OK. Ça va? Bien. Alors, vous avez un arrêt de travail de 72 jours. On est d'accord qu'ici, l'accident, c'était un accident de travail. OK. Quel est le régime d'indemnisation des accidents de travail? Alors, petite info, c'est le même régime que l'indemnisation des maladies professionnelles. Maladies professionnelles et accidents de travail, le régime d'indemnisation est le même. Pendant l'arrêt de travail, consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ou à un accident de trajet, le régime d'indemnisation est le même. OK? Alors, je vais vous montrer euh, un schéma qui récapitule tout ça. OK. Regardez, pof. Où es-tu, petit schéma? Non, c'est celui-là. OK. Est-ce que tout le monde voit mon fabuleux schéma? Oui? Attends, je réduis ça. De Dieu. Attends, attends, excusez-moi, ça me saoule ça. Voilà. OK, OK. Est-ce que tout le monde voit mon schéma? Ah, oui, OK, parfait. Parfait. Merci, Grâce. Alors, regardez, je vous explique. Ça, regardez, prenez-le en copie d'écran. C'est synthétique. Ici en haut, vous avez le régime d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet. C'est le même régime d'indemnisation. Ok. Vous notez que dans ces trois cas, la maladie que vous avez ou l'accident dont vous êtes victime a un lien avec le boulot. A un lien avec le boulot.
Accident de travail, c'est arrivé pendant le travail. Maladie professionnelle, elle est imputable. Vous l'avez eu à cause du travail. Accident de trajet, c'est en allant ou en revenant du travail. OK. Alors, le régime d'indemnisation, il est hyper simple. Un, chose importante. Le jour, par exemple, si c'est un accident de travail ou l'accident de trajet, le jour de l'accident de travail, le jour même, est entièrement payé. OK. Je m'explique. Si mes horaires de travail, c'est 9, 13, 14, 18. OK. Si à 9h30, il m'arrive une merde, OK, bah, je me casse une jambe, on m'amène à l'hosto, toute ma journée de travail m'est payée. Alors que je n'ai pas bossé. Donc le jour même de l'accident est intégralement payé. Et sans délai de carence, c'est-à-dire dès le lendemain, débute cette indemnisation-là. Sans délai de carence, pas de délai de carence. Regardez ce que j'ai mis. Hein, dans ces cas-là, il n'y a pas de délai de carence. Ça veut dire que dès le premier jour d'arrêt de travail, vous êtes payé et le jour même de l'accident de travail est intégralement payé par l'employeur. OK. Quel est ce régime? C'est très simple. Pendant les 4 premières semaines, 28 jours, vous palpez 60% de votre salaire de base et à partir du 29e jour, vous touchez 80% de votre salaire jusqu'au retour en entreprise. Okay, ça, c'est la durée de l'arrêt de travail. Okay, donc, les 28 premiers jours, 60% de votre salaire. À partir du 29e, ça passe à 80%, jusqu'à ce que vous reveniez en entreprise. Ça, c'est quand vous êtes victime d'une maladie ou d'un accident qui est en lien avec le boulot. Okay. Maintenant, partie inférieure du schéma, c'est celle qui est en dessous de ce grand trait-là. Okay. Donc, c'est les deux bazars-là. Okay. Ça, là, les deux schémas que vous allez voir, c'est pour les arrêts de travail consécutifs à une maladie non professionnelle ou un accident de droit commun. Ok. Je rappelle que un accident de droit commun, c'est un accident normal, celui qui survient dans vos vies privées. Donc c'est le contraire d'un accident de travail ou d'un accident de trajet. Ok. Alors, ici, il y a deux régimes d'indemnisation. Tout dépend en fait de votre ancienneté au moment où vous arrive une merde. Ok. Premier cas de figure, c'est le schéma du haut. Si vous avez moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment où vous avez la maladie ou l'accident de droit commun. Ok. Alors, ce qui se passe. Donc, en noir, là, c'est la durée de l'arrêt de travail. Durée d'arrêt de travail. Pendant les 3 premiers jours, vous avez zéro. Ok. Peanuts, vous touchez rien. Délai de carence. Ok. Puis, à partir du 4e jour d'arrêt de travail et jusqu'à votre retour en entreprise, vous palperez 50% de votre salaire habituel. Vous remarquez, j'ai mis ici, il y a un délai de carence de 3 jours. Ici. Donc pendant 3 jours, peanuts, que dalle. Et à partir du 4e jour, jusqu'à votre retour en entreprise, vous toucherez 50% du salaire. Ça, c'est quand vous avez moins d'un an d'ancienneté. Deuxième cas possible, toujours pour une maladie non professionnelle ou un accident de droit commun. Si vous avez au moins un an d'ancienneté, comment ça se passe? Alors là, c'est là que c'est un peu les montagnes russes. Ça commence comme tout à l'heure. Les 3 premiers jours, vous avez un délai de carence où vous touchez zéro, pas d'argent. Ok. Puis, les 4 jours suivants, c'est-à-dire le 4e, 5e, 6e, 7e, vous touchez 50% de votre salaire. Puis, à partir du 8e jour, 3 et 4, 7, à partir du 8e jour là, et pendant 30 jours, vous touchez 90% de votre salaire. Si à la fin de ces 37 jours, on est ici, là on est à plus 3, plus 7, plus 37. Donc si 38e jour, vous êtes encore en arrêt de travail, votre indemnisation passe pendant 30 jours, ça fait 30 jours, ça fait 30 jours. L'indemnisation descend à 66, elle était à 90, elle descend à 66. Et si au bout de ce deuxième mois, donc ça fait 3 jours, rien, 4 jours, 50%, 30 jours, 90, 30 jours, 66, vous êtes encore en arrêt de travail, eh bien, vous redescendez de 66 à 50% jusqu'à votre retour en entreprise. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Verbalement, dites-moi oralement, parce que là, j'ai les yeux sur mon schéma, je ne vois pas les textes, comme vous me dites. Hein. OK, ça va ça? OK. Alors, dans ce dernier cas, quand vous avez au moins un an d'ancienneté de l'entreprise, à propos d'une maladie non professionnelle ou d'un accident de droit commun, il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que vous avez compris que pour être la différence entre le schéma du haut, celui-là, et celui-là, c'est l'ancienneté du salarié. Ici, là, le salarié a moins d'un an d'ancienneté. Dans ce schéma-là, le salarié a au moins un an d'ancienneté. OK. Ce qui va se passer, c'est que si, en plus de cette année d'ancienneté,
le salarié a un ou plusieurs blocs complets de 5 ans d'ancienneté, hein, ok, chaque bloc complet de 5 ans d'ancienneté donne droit à plus 10 jours à 90 et plus 10 jours à 66%. Ok. Et donc chaque fois, il y a plus 10 jours là, plus 10 jours là, pour chaque bloc de 5 ans d'ancienneté, en plus de l'année de départ. Ok. Alors regardez. Regardez, ici j'ai mis un exemple. Un salarié a 28 mois d'ancienneté. 28 mois d'ancienneté. Ok, ça te fait un peu plus de 2 ans. Il se brûle en cuisinant. Son médecin lui a un arrêt de travail d'une durée de 82 jours. Ok. Combien va-t-il. Alors, 26 mois d'ancienneté, ça fait à peu près 2 ans, hein. Ok. Donc, s'il a 2 ans d'ancienneté, donc il sera dans ce cas-là, puisqu'il a au moins 1 an d'ancienneté. Ok. S'il a 82 jours d'arrêt de travail, qu'est-ce qui se passera? Pendant 4 jours, pardon, 3 jours délai de carence, il n'aura rien. 3 jours, zéro. Puis pendant 4 jours, il touchera 50% de son salaire. Puis 4 jours à 50%. Puis 30 jours à 90%. 30 jours à 90, ça nous fait 3 et 4, 7 et 30, 37. Puis 30 jours à 66%. 66%, ça nous fait 30, 60, 64, 67. Ici, on est à 67 jours d'arrêt de travail. Et 67 jours, dans mon exemple, là, il a 82 jours. Eh bien, de 67 à 82 jours, pour le reste ici, il touchera 50% de son salaire. Puis 15 jours à 50%. Hein, puisque, regardez, 3 plus 4 plus 30 plus 30 plus 15, ça nous fera les 82. Ça va? Ok. Alors, un truc. Euh, les blocs de 5 ans, là. Alors, les blocs de 5 ans, attendez, je vous file un autre schéma. Je montre un autre schéma. Attendez, hein, tac. Voilà. Ok. Non, merde. Attends. Celui-là, non. Attends, je vais voir si j'ai un exemple. Suicide, non, c'est celui d'avant. Toc. Non. Alors, attends, il me faut mes blocs de 5 ans. Attends, je regarde, hein. Euh, ok, alors je vous explique, parce que dans mon, dans mon exemple ici, il y a pas les blocs de 5 ans. Imaginez que le salarié ait, c'est un des cas pratiques qui suit tout à l'heure, hein, ait 7 ans d'ancienneté. Non, non, ait 11 ans d'ancienneté. 11 ans d'ancienneté. Comment ça va se passer? 11 ans, c'est 1 an plus 5 plus 5. C'est 1 an plus 2 blocs complets de 5 ans d'ancienneté. D'accord, hein? Ok. La première année, elle sert juste à. C'est un ticket d'entrée au jeu pour pouvoir être ici. Ok. Et donc, en plus de cette année-là, le salarié a 5 et 5 ans d'ancienneté en plus. Hein. 1 plus 5, ça fait 11 ans d'ancienneté. C'est mon exemple. Ok. Donc, il a 1 an plus 2 blocs de 5. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que les 2 blocs de 5 ans d'ancienneté vont donner chacun 10 jours, une rallonge de 10 jours ici, plus 10 jours, parce qu'il y a 2 blocs, et plus 10 jours, plus 10 jours, parce qu'il y a 2 blocs. Ok. Ça veut dire que le régime d'indemnisation du salarié qui a 11 ans d'ancienneté, ce serait quoi? La règle? 3 jours à zéro, 4 jours à 50%, puis 30, 40, 50 jours à 90, puis 50 jours à 66, puis on redescendrait à 50. OK? Et chaque fois que vous avez, dans ce cas-là, hein, quand vous avez au moins d'ancienneté, pour tous les blocs complets, regardez bien ce que j'ai mis, chaque bloc complet de 5 ans, donc en plus de l'année là, hein, donne droit à plus 10 jours ici et plus 10 jours ici. Hein, plus 10 jours sur chacune des périodes indemnisées à 90% et à 66%. OK? Voilà. Ça, c'est le machin le plus compliqué, entre guillemets, que vous avez à connaître quand on parle d'indemnisation en arrêt de travail. Ça va? C'est bon? Tiens, voilà, regardez ici, j'ai un exemple. Si on prend, pour le cas du bas, un salarié qui a 14 ans d'ancienneté. 14 ans d'ancienneté, c'est quoi? C'est 1 an déjà pour le ticket d'entrée au jeu ici, plus un bloc de 5, un bloc complet de 5, un deuxième bloc complet de 5, et 3 ans qui vont servir à rien. D'accord? Parce que ça fait 1 plus 5 plus 5 plus 3, ça fait 14. OK. Donc, le 1 an ici, il sert à être dans ce cas-là. Et on a 2 blocs de 5. Eh bien, chacun de ces blocs de 5 vont donner droit à plus 10 jours ici, plus 10 jours ici. Et l'autre bloc,
plus des jours ici, plus des jours ici. Les 3 ans qui servent là, en plus là, ils servent à rien. Il faudra attendre d'avoir 2 ans de plus pour faire un bloc complet de 5. Mais là, en l'état actuel, ça, qui laisse ces 3 ans d'ancienneté en plus, ça sert strictement à que dalle. Est-ce que ça va? Vous comprenez mon truc? OK? Alors, faites une copie d'écran de ça si vous voulez. Donc, mais ça, ce schéma résume tout le cours. Donc, dès qu'il y a un arrêt de travail en lien avec le boulot, la règle est facile. Le jour de l'accident de travail, par exemple, vous êtes payé. OK. Puis, dès le lendemain, donc sans délai de carence, et pendant les 4 premières semaines, vous touchez 60% de salaire. Si au bout des 4 semaines, vous êtes toujours en arrêt de travail, l'année journalière de sécurité sociale passe de 60 à 80%. OK. Ici, les deux schémas, c'est quand vous êtes victime d'une maladie non professionnelle, d'un accident de droit commun. Ok. Tout dépend. Premier cas, si vous avez moins d'un an d'ancienneté, c'est ce régime-là. Donc 3 jours de carence, puis 50% par jour jusqu'à ce que vous repreniez le boulot. Si vous avez par contre au moins un an d'ancienneté, ça commence pareil, délai de carence de 3 jours, puis 4 jours à 50%, puis ensuite, normalement, une période de 30 jours à 90, une période de 30 jours à 66, puis 50%. Et à ces deux périodes-là, à celle-ci et à celle-là, on rajoutera donc à ces 30 jours ici et à ces 30 jours-là, à ces 30 jours donc, on rajoutera 10 jours et 10 jours pour chaque bloc d'ancienneté complet de 5 ans. Ça va? Ça va? OK. Alors, prenez ça en screenshot et je le vire. OK. Ça va? OK, je fais disparaître. Pouf, voilà, j'arriverai. Alors, revenons à nos moutons. Alors, si Tanguy a un arrêt de travail de 72 jours, qu'est-ce que ça nous fait, nous? Ah ben, c'est simple, on sait que c'est un accident de travail, donc il se passe. Le jour même de l'accident, il touchera tout son salaire. Ok, même s'il n'a pas fini de travailler toute la journée, euh, le jour de l'accident est payé. Puis, dès le lendemain et sans délai de carence, donc pendant les 28 premiers jours, il touchera 60% de son salaire, 28. Et du 29e jour jusqu'au 72e jour, il touchera 80% de son salaire. C'était ce schéma-là. OK? Hein, donc là, ça c'est notre Tanguy, accident de travail. Donc le jour d'accident est entièrement payé, pas de délai de carence, et le jour même est intégralement payé. Puis dès le premier jour d'arrêt de travail, et pendant 28 jours, il touche 60%. Et du 28e jour, enfin 29 si on tient ici, jusqu'au 72e dans notre exemple, il touchera 80%. Ça va? OK? Voilà. Alors, donc c'est ça, hein, donnez-en le détail, pourcentage, etc. OK. Alors, dernière question. À son retour en entreprise, donc à la fin de son arrêt de travail. Alors un truc, hein, surtout, n'utilisez pas l'expression arrêt maladie. C'est de la connerie. Parce que arrêt maladie, c'est quand tu es en arrêt pour une maladie. Mais si tu es en arrêt pour un accident, tu vas pas dire arrêt maladie. Tu vas pas dire arrêt accident, c'est complètement con. Donc, oubliez arrêt maladie. C'est arrêt de travail pour maladie ou arrêt de travail pour accident. Voilà. Hein, arrêt de travail, c'est le seul bon terme. Ok. Alors, que se passe-t-il à son retour en entreprise? Donc, il a 72 jours en arrêt de travail. Donc, il rentre le 73e jour, donc il revient au boulot. Qu'est-ce qui doit se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui doit se passer? Ben, si tu veux, dans le passé, il y a eu l'examen, c'est un jour tombé. On demandait quel était le régime d'indemnisation du salarié. OK. Alors, vous aviez à donner, vous, la règle. Hein. La réponse était le jour même de l'accident, le salarié est entièrement payé, puis sans délai de carence. Pendant les 28 jours suivants, il touchait 60% de son salaire. Et à partir du 29e jour, il touchait 80%. C'était juste la règle qu'on vous donnait. OK? Voilà. Bon, moi, là, je vous demande de faire un truc un peu plus détaillé, juste pour que vous compreniez vraiment comment ça marche. Donc, mais à l'examen, on vous demandera la règle, celle que je viens d'énoncer. Ça va? OK? Mais c'est pas très compliqué. Regarde, si je reprends mon bazar, mais ça, vous êtes censé connaître quand même. Hein. Si je reprends mon truc, voilà, regarde bien. Hein. Vas-y, hop. Attends, non. Hop, voilà. Shit. Putain, non.
Voilà, ça me saoule. Alors, je remettrai après. Donc, vous rappelez, ça, regardez, premier truc ici. Jour entièrement payé, pas de délai de carence, 4 semaines à 60, puis 80%. OK. Ensuite, les deux cas où l'arrêt de travail n'a pas de lien avec le boulot. Maladie non professionnelle, accident de droit commun. OK. Ici, tout dépend de l'ancienneté. Moins d'un an d'ancienneté, délai de carence, 3 jours, puis 50%, c'est vachement simple. Et si vous avez au moins d'ancienneté, alors là, c'est simple. Alors, c'est facile à retenir. 3 jours à rien, 4 jours à 50, 30 jours à 90, 30 jours à 66, puis retour à 50. C'est pas la mort, c'est pas la mort à retenir ça. OK? Voilà. Et si vous mémorisez ce schéma dans votre tête, vous avez tout le truc. Alors, ça, à l'examen, quand on vous demande l'histoire avec les blocs, ça m'étonnerait, parce que c'est un peu compliqué. Ça m'étonnerait. À l'examen, ce qui est tombé, c'était le truc du haut, c'est hyper facile. Ce qui pourrait tomber encore plus facile, c'est celui-ci. Voilà. Mais enfin, les deux, remarquez, il y a ça et ça, c'est aussi simple les deux, hein. OK, voilà. Celui-ci, ce serait quand même plus surprenant qu'ils vous mettent cette hypothèse-là, hein, l'hypothèse du bas, là. Voilà. Mais c'est pas exclure, hein. En tout cas, vous êtes censé connaître, voilà. Mais c'est pas, ce serait surprenant. Alors, ma question, moi, que se passe-t-il lorsque le salarié va revenir Oh putain, ça me tend ce truc-là. Attends, comment ça marche? Allez, y va. Pof, 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 pof. Ah, voilà. Qu'est-ce qui va se passer à son retour à l'entreprise? Qui peut me dire? Qu'est-ce qui doit passer? Qu'est-ce qui doit passer? Le nom. Une, ça commence par vie et ça finit par zit de reprise. Une visite de reprise. Visite de reprise. Alors devant qui? Devant qui? Devant. Alors, question simple. Alors c'est simple. La question est, quelle est la question? La question est de savoir si, à son retour d'arrêt de travail, est-ce que ça y est toujours apte au travail? Qui s'occupe de ça? Qui fait la visite d'embauche? Qui fait la visite de reprise? Qui? Le médecin du travail, évidemment. OK. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la visite de reprise est obligatoire après un arrêt de travail pour, alors, maternité, maladie professionnelle, automatiquement, hein. Après arrêt de travail, après maladie professionnelle, visite de reprise. Euh, Arrêt de travail pour maternité, au retour, visite de reprise. Et dans les autres cas, c'est-à-dire en cas de maladie non professionnelle et d'accident, quel que soit le type d'accident, si l'arrêt de travail a duré plus de 30 jours, vous devez avoir une visite de reprise. Ici, on a un accident de travail avec un arrêt de travail de plus de 30 jours. Dans ce cas-là, au retour, il doit y avoir une visite de reprise. OK? Alors, bon, on pourra revoir ça si vous le souhaitez quand on fera les révisions intensives, hein. Mais bon, déjà, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que vous voyez, c'est quand même un petit peu technique. OK. Deuxième cas. Il est 18 heures. Aldo sort du travail, se dirige vers le métro le plus proche pour rentrer chez lui. En chemin, il croise Jean-Kévin, un ancien pote, qui lui propose d'aller boire une mousse au Troquet. À 21h30, il quitte son ami et le Troquet, et en se dirigeant vers le métro pour rentrer chez lui, il tombe et se blesse. OK. Question. Comment qualifiez-vous les faits? Alors, faites gaffe, il y a un piège. Bon, moi, comme je suis sadique, je fais des pièges des fois. À l'examen, il n'y aura pas de piège. Mais moi, je suis sadique. Désolé, c'est humain, c'est une faiblesse humaine. Alors, comment qualifiez-vous ce qui arrive à ce vieil Aldo? Qui peut dire? Donc, on est d'accord, c'est un accident, c'est pas une maladie. OK. Donc, ça peut être trois trucs. Ça peut être un accident de droit commun, un accident de trajet ou un accident de travail. Alors, j'ai une petite chose déjà en préalable. On a vu ensemble ce qu'était la définition de l'accident de travail. C'est celui qui survient pendant le temps où le salarié est sous la subordination juridique de l'employeur. OK. Le contraire, l'accident de droit commun, c'est celui qui survient quand le salarié n'est pas ou n'est plus
sous la subordination juridique de l'employeur, c'est-à-dire quand il est plus salarié, ok, dans sa vie privée en clair. Ok. Quelle est la définition légale, jeunes gens? La définition complète de l'accident de trajet. C'est l'accident qui survient quand et où? À connaître, hein. L'accident de trajet, c'est quoi? C'est l'accident qui survient, je cite, hein, sur le trajet le plus direct entre le domicile et le travail, aller-retour, et le midi, le lieu de travail et le lieu où vous prenez votre repas du midi. Ok. Ça, c'est la définition au début du Code du travail. Donc, hein, je refais. C'est l'accident qui survient sur le trajet le plus direct entre le domicile et le travail, aller et retour, et aussi sur le trajet entre le travail le midi et le lieu où vous allez bouffer le midi. Aller-retour. Ok. Et la jurisprudence a ajouté, la Cour de cassation, chambre sociale, elle a dit, est aussi un accident de travail, celui qui survient, je cite, dans les endroits par lesquels le salarié passe ou s'arrête pour répondre aux nécessités de la vie courante. Les endroits où le salarié passe ou s'arrête pour répondre aux nécessités de la vie courante. Alors, en allant au boulot et en revenant au boulot. Alors, j'ai une question. C'est quoi ces endroits où le salarié, pour répondre à la nécessité de la vie courante, passe ou s'arrête en allant au travail et en revenant? Donnez-moi des exemples. Dites-moi. Quelqu'un voit? Personne. Voilà. Ben, simple. Par exemple, imaginez une famille. En allant au boulot le matin, qu'est-ce que font les darons? Ils vont déposer les gamins à l'école. Ils vont déposer les gamins à la crèche. Ok. Au retour, le soir, en rentrant du boulot, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent les morpions à la crèche, machin. Vous arrêtez pour aller voir le médecin. Vous arrêtez pour faire les courses. Vous arrêtez pour faire les courses. Ok. Tout ça, c'est bien des choses, des arrêts que l'on fait, hein, pour répondre aux nécessités de vie courante. Et donc, si un accident survient sur le trajet entre le domicile et la maison, le domicile et le travail, dans les deux sens, pour justement aller chercher un gamin, passer voir le médecin, etc., ça sera considéré comme un accident de trajet. OK? Parce que ça correspond à la définition légale. OK. Maintenant, ça, c'est le paramètre géographique de l'endroit où survient l'accident de trajet. OK. Quel est le deuxième paramètre de l'accident de trajet? Il faut aussi quoi? Qu'il survienne à un horaire normal d'aller et de retour au boulot, à un horaire normal d'aller ou de retour au travail. Je m'explique. Si le matin, vous mettez une heure, mettons, pour aller au taf, et une heure pour en revenir, ok. Alors, vous commencez à 9 heures, vous finissez à 18, ok. Bon, en gros, le trajet du matin, c'est entre 8 heures et 9 heures. Le trajet du soir pour revenir, c'est entre 18 et 19 heures. Grosso modo, à une demi-heure près, à l'arrache. Ok, ok, voilà, ok. Dans notre exemple ici, dans notre exemple, géographiquement, l'accident survient bien, en gros, hein, entre le boulot et chez lui, sur le trajet. Ok. Mais à quelle heure arrive l'accident? À quelle heure il arrive? Il a quitté son taf à 18 heures et il a son accident à 21h30. 3 heures et demie plus tard. Ça, là, 3 heures et demie plus tard, t'es plus sur un horaire de retour normal du boulot. Là, t'as traîné, là, t'as traînouillé, là. Ok. Mais ce qui va se passer, lorsque le gars va faire sa déclaration d'accident à la CPM, à la Sécu, la Sécu, quand ils vont voir 21h30, ils vont dire, ah, attendez, à quelle heure vous finissez normalement? 18 heures. Ah bah désolé, hein. Nous on considère que le moment auquel est arrivé cet accident ne correspond pas à un horaire normal de retour. Moralité, ce sera non pas un accident de trajet, mais ce sera quoi? Il n'y a plus tellement de choix. Un, un accident de droit commun, bien sûr, absolument. Un accident de droit commun. Hein? On sait que c'est pas un accident de travail, c'est pas arrivé au boulot. C'est pas un accident de trajet parce que géographiquement, c'est arrivé au bon endroit, mais pas à la bonne heure. Il était trop tard. Ok. Donc, c'est pas un accident de trajet. Qu'est-ce qui reste? Un accident de droit commun. Ok. Ça va?
Ça va? Alors, ceci étant, j'ai dit que je vous faisais un piège. À l'examen, ils pourraient faire un truc comme ça, avec l'horaire quand même. Ça, et à la limite, s'ils sont un peu vicelards, ça pourrait. D'accord? Donc, accident de trajet. Alors, durant son arrêt de travail, il apprend par des collègues que la direction envisage de lancer à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave, en supposant que les faits soient avérés. Donc, il y a vraiment une faute grave. Doit-il réellement craindre le lancement d'une telle procédure dans l'immédiat? Alors, ce qui est important, c'est dans l'immédiat. Donc, il est en arrêt de travail. Il est en arrêt de travail. Et est-ce que pendant que tu es en arrêt de travail, est-ce que l'employeur peut lancer une procédure de licenciement contre toi? Alors, est-ce qu'il y a un cas? Alors, non, pourquoi? Alors, dans quel cas, alors, écoutez ma question, dans quel cas le salarié, pendant son arrêt de travail, hein, ne peut pas faire l'objet, sauf exception, hein, d'une procédure, du lancement d'une procédure de licenciement? Dans quel cas est-ce que pendant son arrêt de travail, le salarié est certain d'avoir la paix, et en tout cas de ne pas risquer de faire l'objet du lancement d'une procédure de licenciement, qui pourrait reprendre, ou en tout cas redébuter à son retour en entreprise, mais il n'y a pas un cas. C'est un cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Donc, quand vous avez, donc, au départ, vous avez un accident de travail, je dis bien, ou de maladie professionnelle, qui engendre bien sûr un arrêt de travail. Eh bien, pendant cet arrêt de travail, le salarié bénéficie d'une certaine protection contre le licenciement. C'est-à-dire que le salarié peut être licencié pendant son arrêt de travail, le lancement de la procédure, hein, euh, que pour faute grave ou lourde ou impossibilité de maintenir son poste de travail sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle. Ok, donc, il est quand même licenciable, mais plus difficilement qu'en temps normal. Mais cette relative protection contre le licenciement ne s'applique qu'à l'accident de travail, pas à l'accident de trajet. Pas à l'accident de trajet. Parce qu'en fait, la seule différence, alors à part l'événement lui-même, hein, dans le régime applicable aux salariés pendant son arrêt de travail, la seule différence qu'il y a entre l'accident de travail et l'accident de trajet, c'est que pour l'accident de travail, vous bénéficiez pendant l'arrêt de travail d'une certaine protection contre le licenciement dont ne bénéficie pas le salarié qui est victime d'un accident de trajet. Alors, souvent, les gens font une erreur et disent, ouais, accident de travail, accident de trajet, c'est la même chose. Alors, oui, c'est la même chose pour l'indemnisation. Le régime d'indemnisation, on l'a vu dans le tableau, est le même. OK, accident de travail, accident de trajet, c'est indemnisé pareil. Mais la différence, c'est que pendant l'arrêt de travail, celui qui est victime d'un accident de travail bénéficie de cette légère protection contre le licenciement dont ne bénéficie pas la victime de l'accident de trajet. C'est ça la différence entre accident de trajet et accident de travail. Ça va? Voilà. Et donc, ici, lui, il était victime de façon d'accident de droit commun. OK? Donc, accident de droit commun, eh ben, il est licenciable comme s'il était au boulot. Comme s'il était au boulot. Mais même si c'était vraiment agi d'un accident de trajet, il ne bénéficiait pas de la protection contre le licenciement. OK? Ça va? Alors, petit questionnaire tout facile, tout débile. Qu'appelle-t-on les ayants droit du salarié? C'est qui les ayants droit? C'est qui? C'est donc les personnes qui vont bénéficier de la protection sociale du salarié. Donc le salarié, il bosse, il paie des cotisations sociales, des cotisations salariales, ok, pour bénéficier alors de tout, de la sécurité sociale, hein, c'est-à-dire assurance maladie, etc. Ok. Qui sont ceux, les personnes qui vont bénéficier de sa protection à lui, qui vont être sous le même parapluie de protection? Qui sont-ils? Les ayants droit, vous ne voyez pas? Bien sûr. Alors, les enfants, tout à fait. Les enfants, le conjoint. Alors, conjoint, quand tu dis conjoint, c'est que tu es marié, hein. Donc, les enfants, le conjoint, le partenaire, si t'es pacsé, le concubin, si tu vis dans le péché, je blague, le concubin, les morpions, et aussi toutes les personnes qui sont à la charge du salarié, même s'ils n'ont pas de lien familial avec lui. C'est-à-dire toutes les personnes qui vivent avec le salarié et qui dépendent de lui économiquement. OK? Voilà. Donc, ça fait pas mal de monde au final. OK? Voilà. Alors, pour les enfants, c'est les enfants. Alors, ça dépend. S'ils sont étudiants, c'est les enfants jusqu'à 25 ans.
Sinon, c'est jusqu'à 18 ans, jusqu'à 20 ans dans je ne sais plus quel cas. Voilà. Par contre, si vos enfants sont déjà eux-mêmes salariés, s'ils ont, je sais pas moi, 17 ans et sont salariés, ils ont leur propre protection sociale parce qu'ils sont déjà salariés. OK? Voilà. Donc pour les enfants, il y a une petite distinction sur l'âge. Voilà. Il y a donc la personne qui vit alors, maritalement, on va dire, avec le salarié, sa femme ou son mari, son partenaire, s'ils sont pacsés, ou son concubin ou sa concubine. OK? Et en plus des éventuels enfants, c'est les personnes qui sont à charge du salarié. OK? C'est eux les ayants droit. Alors, deuxième question. Ces ayants droit ont droit aux différentes prestations offertes par l'assurance maladie. Vrai ou faux? Alors, déjà, quelles sont les deux prestations offertes par l'assurance maladie? La Sécu, quoi. Il y a deux types de prestations. Lesquelles? Comment on les appelle? Personne ne voit? Les prestations en nature, c'est le remboursement des frais de médecin et des médicaments. Et les prestations en espèces, c'est les indemnités journalières de la sécurité sociale. OK. Donc, il y a la thune que vous touchez, indemnité journalière, euh, indemnité maladie, que vous touchez pendant votre arrêt de travail, et le remboursement des soins et des médicaments. OK. Prestation en nature, prestation en espèces. OK. Est-ce que les ayants droit ont droit à ces deux prestations? C'est une question toute conne. Non, non, ils ont droit uniquement aux prestations en nature, pas aux prestations en espèces. Et regarde bien, quand l'enfant d'un salarié est malade, il est à la maison, les frais de médecin sont remboursés, les médicaments sont remboursés, mais la Sécu va pas filer du pognon au gamin. Le gamin, il n'est pas salarié, il va pas toucher l'indemnité journalière. Ok. Donc les ayants droit ont droit aux prestations en nature de la Sécu, mais pas aux prestations en espèces. Le seul qui a droit aux prestations en espèces, c'est le salarié lui-même. OK? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le ticket modérateur? Le ticket modérateur. Qui c'est? Ticket modérateur. Quand vous allez chez le médecin, vous payez sa consultation. Je ne sais pas combien la consultation maintenant, c'est quoi? 28 balles, 27 balles, je ne me rappelle pas. Bon. Sur les 28 balles, la Sécu en bourse, l'assurance maladie, en rembourse 70%. Les 30% qui restent, c'est pour votre pomme. C'est vous qui devez payer. Le ticket modérateur, c'est on appelle ça reste à charge, je crois. Un ticket modérateur ou reste à charge, c'est la fraction du coût des soins ou des médicaments qui est laissée à la charge du salarié. C'est la partie que ne rembourse pas la Sécu. Ok. Alors théoriquement, c'est le salarié qui est censé payer ça de sa poche. Mais en pratique, qui va payer tout ou partie de ce ticket modérateur? C'est les mutuelles, comment ça s'appelle, les assurances complémentaires. C'est les mutuelles qui vont payer tout ou partie du reste à charge. Alors quand une bonne mutuelle, la mutuelle prend tout le reste, on ne paierait quasiment rien. Si une mutuelle moins bonne, eh bien, vous paierez vous une partie la mutuelle et 70% la Sécu. OK? Voilà. Alors, comment qualifiez-vous l'accident dont est victime Angelo, électrocuté en réparant la cafetière électrique du service comptabilité dans lequel il travaille lors de la pause de milieu de matinée? Donc, à la pause en milieu de matinée, Angelo essayait de réparer la cafetière électrique du service et il prend un coup de jus. OK. Euh, il est victime d'un accident. Comment qualifiez-vous cet accident? Et pourquoi? Question toute bête, hein. Alors, là, il faudra une réponse qui jaillisse, là, les gars. Yes, accident de travail. Alors, ça, oui, c'est bien. Mais par contre, il faut toujours justifier. Alors, comment on va justifier? Eh bien, c'est simple, l'accident est bien survenu pendant le temps. Alors, une chose importante, alors, ça renvoie à vos connaissances en termes de la durée du temps de travail, le temps de travail qu'on a vu ensemble. OK. Il faut rappeler qu'un salarié doit être payé pendant tout le temps où il est au boulot, c'est-à-dire pendant le temps où il est sous la subordination juridique de l'employeur. OK. C'est-à-dire pendant son temps de travail effectif. Ces deux notions,
ces deux notions, temps pendant lequel le salarié est sous la subordination juridique de l'employeur et temps de travail effectif, c'est la même chose. Ok, on parle de la même chose. On en parle de deux façons différentes, mais c'est le même truc. Ok. Pendant ces périodes de temps, un, vous devez être payé, même si vous foutez rien, parce que vous êtes à disposition de l'employeur. Et deux, si vous arrive une merde, ça s'appelle un accident de travail. Parce que c'est un accident qui survient pendant que vous êtes au boulot. Ok. Ici, alors, une petite chose. Les petites pauses comme ça, de un quart d'heure, qu'on a en milieu de matinée, en milieu d'après-midi. Ok. Ces petites pauses sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles sont payées. Elles sont payées. Alors même que tu bosses pas, mais elles sont payées parce que t'as pas le temps de vaquer à tes occupations personnelles en 10 minutes ou un quart d'heure, d'une part. Et deux, si l'employeur passe dans le couloir et dit, ah tiens, du pneu, il faudrait que je vous vois pour un truc, tu poses ton café, tu suis. Hein. Tu dis pas, non, chef, je travaille. Non, non, tu fermes ta gueule, tu poses ton machin et tu suis. OK. Donc, en fait, ces petites pauses sont du temps de travail effectif. Donc, si tu te crames la main, ou si tu glisses dans le couloir, ou si tu t'électrocutes pendant une petite pause comme ça, c'est un accident de travail. Parce que cette pause est considérée comme du temps de travail effectif. Or, la définition de l'accident de travail, c'est celui qui survient pendant ton temps de travail effectif. Donc, ce serait un accident de travail. Ça va? Ok. Alors, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Alors, John travaille depuis 8 ans dans son actuelle entreprise. Ok. En besoin, on pourra revenir sur tout ça si vous le souhaitez, mais là, je l'aborde déjà ce soir parce que c'est un truc un poil technique, donc c'est bien déjà qu'on prépare la question, quitte à revenir plus tard. Hein. Donc, John travaille depuis 8 ans dans sa boîte. Ok. Il s'est sérieusement brûlé en repassant ses chaussettes parce que le mec, il a rien à foutre, il est fou. Ok. Alors qu'il regardait le dernier épisode des Marseillais à Dubaï, un chef-d'œuvre. Question. Quel va être le montant des indemnités journalières qu'il percevra pendant les 67 jours de son arrêt de travail? Donc il va être foutu en arrêt de travail parce qu'il s'est cramé, ok, pendant 67 jours. Quel va être le montant de ses indemnités? Alors c'est un peu la même question que tout à l'heure, mais ce qu'il faut se demander déjà, c'est lequel des trois régimes d'indemnisation qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau va s'appliquer? Lequel? Celui du haut, celui du milieu, en bas, ou celui tout en bas? Ok. C'est-à-dire, ici, comment qualifiez-vous l'accident dont est victime ce vieux John? C'est quoi comme type d'accident qui lui arrive là? Qui veut pas me dire? Ouais. Alors, c'est un accident non professionnel. Ok, c'est quoi le vrai nom d'un accident non professionnel? Le vrai nom juridique, faites gaffe, un mot-clé, les gars. C'est un accident. Le contraire de l'accident de travail, c'est l'accident de celui qui n'est pas professionnel. Accident de droit commun. Accident de droit commun. Ok, ok. Donc, ça veut dire qu'on serait dans les deux schémas du dessous, dans mon schéma. Regardez, je reprends mon schéma. What is it? Ok, regardez, hein. Donc, on est d'accord. Euh, oh putain, bouge-toi. Attends. Voilà. Donc, ici, attends, non, attends, on va faire ça comme ça. Voilà, ok. Ici, on est bien accident de droit commun, donc ce sera ce cas-là ou ce cas-là. Ok. Qu'est-ce que vous dénoncez? Qu'est-ce que vous disiez, qu'est-ce que vous dit l'énoncé là? Il a 8 ans d'ancienneté. Donc, s'il a 8 ans, c'est-à-dire qu'il a au moins un an d'ancienneté. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, ce sera ce schéma-là qu'on va utiliser. Ok. Donc, je reprends mon truc, il disait quoi? Combien de temps? Un arrêt de travail de 76 jours. Ok, alors ça fait quoi 76 jours? On reprend le bazar. 76 jours, alors c'est ça. Alors, il a 8 ans d'ancienneté, hein. Ça fera donc un an, plus un bloc de 5 plus 2 années qui ne servent à rien. Un plus 5 6 et 2 8. Donc un an pour jouer au club, pour jouer au jeu, un bloc de 5 ans complet et 2 ans qui ne servent à rien. Ok. Donc, 76 jours, on a dit. Hein. Ok. Donc, pendant 3 jours, 0. 4 jours suivants, 50%. Ça fait 7. Alors, comme il a un bloc complet de 5 ans d'ancienneté, en plus de la première année, parce qu'il a 8 ans d'ancienneté, je rappelle, ok, eh bien, il ne sera pas pendant 30 jours à 90%, mais pendant 30 jours plus 10 jours. Donc pendant 40 jours, il sera à 90%. Donc ça nous fait 3 jours 0, pas d'argent, 4 jours 50%, 40 jours à 90, ça nous fait 40 et 7, 47. Ok, 47. Et après, on va aller de 47 ici
à 76, pendant lesquels il touchera 66% de son salaire. OK? Hein, donc, si je résume, dans notre cas, hein, je réponds au cas, il est où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, il aura 4 jours, pardon, 3 jours zéro, délai de carence, 4 jours à 50, puis 40 jours à 90, 40 et 7, 47, et du 47e jour jusqu'au 76e, il touchera 76%. 4 jours, 3 jours zéro, 4 jours 50, 40 jours 90%, et ce qui va de 47 à 76, il touchera 66% de son salaire. Ça va? Ok, tiens, je le mets là. Je ferai la correction plus tard, mais je le mets. Donc, on a dit 3 jours non indemnisés. Non indemnisés. C'est le délai de carence. Délai de carence. OK. Puis, 4 jours à 50%. À 50%. Puis, 40 plus 10 jours à 90%. Et enfin, alors tout le reste à 66%, c'est-à-dire ce qui va de 47 jusqu'à 76, je ne sais pas combien ça fait, hein, à 80, 40 à 90%. Et le reste, je ne sais pas combien ça fait. C'est donc on a dit 4 jours. Ça nous fait. Attends, c'est une connerie, pardon. C'est pas 40, c'est 30 plus 10. Hein. 30 plus 10, 40. Hein. 30 plus 40. Hein. C'est 47. Et le reste, donc du 48e au 76e, 16e à 66%. OK? Hein? Ça va? Donc ça, attends, je reprends là. C'est-à-dire du 48e au 76e à 66%. Attends, c'est quoi ce bordel? Attends, excusez-moi. 4 jours à 50. 4 jours à 50. Ouais, non, attends, j'ai psychoté, je sais. Le reste, voilà, c'est ça. Toc, excusez-moi. Ouf, V, voilà. Et ça. Attendez, ouais, attendez, je vais voir. Alors, on avait dit 3 jours zéro, 4 jours 50. C'est ça. Puis ici, on avait 30 plus 10 jours à 90, c'est ça. Voilà. OK, ça c'est bon. Ça c'est bon. OK? Hein, ça nous fait 3 plus 4 plus 40 plus le reste là à 66%. À 66%. OK. Bon, ça, je vous dis, ce serait étonnant qu'il vous demande le détail de ça. Par contre, il pourrait vous demander la règle. D'accord? Donc, quand on sait faire le détail, après, on sait expliquer la règle. OK? Voilà. Alors, cas numéro 3. Ado est âgé de 64 ans. Son épouse et lui-même ont élevé 4 enfants. Félicitations. Dans son actuelle entreprise, Gabriel, alors, Monsieur Gabriel a travaillé 8 ans à temps plein et 8 ans au 4/5e de temps. Alors, avant, dans un job précédent, il avait cotisé 92 trimestres. OK. Alors, on imagine que pour avoir une pension à taux plein, c'est-à-dire une pension de retraite maximale, il faut maintenant avoir 172 trimestres. Alors en ce moment, on est en train d'évoluer ça en transition, mais en gros, c'est un truc réaliste. 73 trimestres, 172 trimestres. OK. Le plafond de la Sécu en 2026, c'est de 4005 euros. OK. Alors, quelle est la formule de calcul de la pension de retraite? C'est facile, c'est quand vous avez tous vos trimestres, si vous avez tous vos trimestres, ce requis par la loi, mettons 172, vous faites 50% fois le salaire moyen
des 25 meilleures années. Donc en gros, 172 trimestres, c'est-à-dire que tu as bossé quasiment 42 ans de ta vie. Ok. Sur les 42 ans de ta vie, vous prenez les 25 années où vous avez gagné le plus de thunes. Les 25 années, les 25 meilleures années. Vous avez gagné le plus de thunes. Vous faites une moyenne annuelle. Eh bien, votre pension de retraite de base, ce sera 50% de cette moyenne annuelle. Ok. Nous, dans notre exemple ici, a priori, le salaire moyen des 25 meilleures années de sa vie, s'élève à 2850 balles. Donc théoriquement, s'il a une pension complète, pension de retraite complète, sa retraite de base, parce qu'il y a une retraite complémentaire qui s'ajoutera, sa retraite de base, elle sera de 50% fois 2850, c'est-à-dire 1425 euros. Ok. Alors, euh, ok. Alors, on imagine que l'âge de départ à la retraite d'Aldo est de 63 ans, parce que ça dépend de votre année de naissance. On imagine que c'est 63 ans l'année de départ. Ok. Lui, il a 64 ans. Donc, qui part, il a l'âge pour partir. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que. Alors, la question est, est-ce qu'il a tous ses trimestres de retraite? Est-ce qu'il a les 172 trimestres nécessaires pour avoir une pension de retraite complète? Donc, pension de retraite complète, on est d'accord, hein, regarde, je mets là, pension de retraite complète, mais où est-ce que c'est complète? C'est quand vous avez tous vos trimestres. OK? Hein. Si euh, tous les trimestres sont acquis. OK. Donc 172. OK. Ça vous fait quoi? Le montant de la pension, ce serait donc, alors, salaire moyen, 2850 euros, OK, fois, théoriquement, fois 50%. D'accord? Alors, 50%, c'est ce qu'on appelle le taux de liquidation de la retraite, de la pension. OK, voilà. Donc, théoriquement, il est où cette putain de croix de fois? C'est bien ça? Pourquoi ça fait ça, misère de merde? Attendez, faites voir, ça fait ça. Bon, je sais pas. C'est fois, en fait. Ah non, non, je sais. Attendez, je suis débile. On va faire ça. Voilà, fois. OK. Et ça, logiquement, ce serait quoi votre pension de retraite? Ce serait 1425. 1425 euros, théoriquement. Si vous avez tous vos trimestres. OK. Mais est-ce qu'il a tous ses trimestres ici? Combien de trimestres est-ce qu'il a? Ouais, ouais. Combien de trimestres? Alors, on sait que dans son actuelle boîte, il a bossé 8 ans à temps plein et 8 ans au 4 5. Alors, à la limite, que vous soyez à mi-temps ou à temps plein, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est la durée. OK. Donc, il a bossé 16 ans dans sa boîte actuelle. OK? 16 ans. OK. Hein. Alors, 16 ans, ça fait combien de trimestres? Ça fait 16 fois 4 trimestres. Vous êtes d'accord? OK? 16 ans, 4 trimestres par an, ça vous fait, c'est combien? 4 fois 15, 64 trimestres. 64 trimestres. OK. Et on vous dit que dans son job précédent, il avait déjà cotisé 92 trimestres. Donc, à ces 64 trimestres, on ajoute 92 trimestres. 92 trimestres. Ce qui fait que au moment où il part à la retraite, combien de trimestres il a accumulé? Ça vous fait 156, j'ai fait le calcul, 156 trimestres. 156 trimestres. Qu'est-ce qu'on en déduit? Et en déduit, il en manque donc combien? Il en manque, j'avais calculé, 16, hein, 16 par rapport à ce qu'il faudrait. Entre 156 et 172, il en manque 16. Il en manque donc 16. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand il vous manque des trimestres? On va appliquer ce qu'on appelle, comment? On appelle la décote. La décote. C'est un mécanisme qui va en fait vous niquer le montant, qui va diminuer le montant de votre pension de retraite. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça donne quoi? Ça va nous donner ça. Alors, montant de la pension avec décote. Donc, montant pension de retraite, pension avec la décote. Pourquoi ça s'écrit pas? Qu'est-ce que c'est? Hein. Voilà. Montant pension avec décote, on a dit, décote. Ça nous fait, ça va nous faire, alors, 2000, combien, 2850 euros.
Alors, le problème, c'est que ce ne sera pas fois 50%. La décote va diminuer le taux de 50% de 0,625% par trimestre manquant. OK. Donc, ça va faire ça fois, alors, 50%, moins la décote. OK. Alors, la décote, ah, pardon, toc. Tu vois, c'est un truc un peu technique, mais moins. Alors, on va donc enlever à 50%, on va enlever au taux de liquidation autant de fois 0,625 qu'il y a de trimestres manquants. Donc, on va enlever, il manque, on a dit 16 trimestres, OK? 16 fois 0,625%. OK. Alors, une chose, dans les manuels, des fois, on vous dit, par trimestre manquant, on enlève 1,25%. Ouais, 1,25%, quand tu appliques ça, quand tu appliques ce taux à 100%. Et quand tu l'appliques à 50%, alors, pour passer de 100% à 50%, on divise par 2. Alors, on fait la même chose pour le taux, pour la décote. Donc, à 25% divisé par 2, ça fait 0,625. OK? Voilà. OK. Et donc, ça va vous faire quoi? Ça va vous faire 2850 euros, ça c'est la pension, multiplié par le taux diminué. Et là, votre taux, ça vous fait, j'ai calculé, 16 fois 0,625, ça fait 40, ça fait 10%. OK? Donc 50% moins 10%, ça fait 40%. OK? Fois 40%. Et là, vous allez avoir le montant de votre pension réduit, c'est-à-dire 1140 euros. 1140 euros. Au lieu de 1425. OK? Hein. Au lieu de 1425, si c'était une pension complète. OK? Hein. Donc, alors, une petite chose, ça c'est votre montant. Alors, qu'est-ce que j'ai lu par contre? Qu'est-ce que j'ai lu dans mon énoncé? J'ai lu que Aldo est prolifique. Il a eu 4 enfants. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez élevé au moins 3 enfants? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez élevé au moins 3 enfants, votre pension de retraite est majorée de 10%. Elle est majorée de 10%. Moralité, ok? Donc, mais parce qu'il a travaillé pour la France, parce qu'il a élevé au moins 3 enfants, donc 4 en l'espèce, moins 3 morpions, 3 enfants, sa pension est majorée de 10%. C'est la loi qui dit ça. Ok. Non, pas 10 euros, 10%. Ok. Donc, sa pension finale, hein, sera de, alors, 1440 plus 10%, ok? Donc, 1440 plus 10% égale, je trouvais 1254 euros. 1254 euros. Est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce que vous êtes à l'ouest? Là, je vous fais une application du mécanisme de la de la décote. Ça va? Ok, mais regardez, je vous une explication et on le refera au besoin, on le refera au besoin. Mais regardez, je vous écris les trucs. Ok? Voilà. Alors, la décote, c'est quand il vous manque des trimestres, on vous nique votre montant de pension. Ok? Hein. Au sens, comment on fait pour réduire votre montant de la pension? On enlève autant de fois 0,625% à 50% qu'il y a autant de fois 0,625 qu'il manque de trimestres. Moi, il me manquait ici 16 trimestres pour avoir une pension complète, il me fallait 172 trimestres. J'en avais que 156, donc il m'en manque 16. Eh bien, on va enlever 16 fois 0,625 à 50%, à mon taux de liquidation. Okay. Et donc, au lieu d'avoir 2850 fois 50%, j'aurai 2850 fois 40%. Ça va? Okay. Parce que 16 fois 0,625, 16 fois 0,625, ça fait 10%. 50% moins 10%, ça fait 40%. Ça va? OK? Voilà. Voilà. Ça, c'est tout le plus dur. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. OK? Alors, jusqu'à quand persévérera-t-il ce montant? Alors, ce qu'il faut savoir, jeunes gens, c'est que la décote, comme toutes les mauvaises choses, ne dure qu'un temps. C'est-à-dire que euh, si vous prenez l'âge du départ légal à la retraite, alors
En ce moment, il est entre 62 et 64 ans, parce qu'on est en transition, ok, hein. Mettons qu'il soit 62 ans, ok, bon. Eh bien, pendant les 5 ans qui suivent l'âge légal du départ à la retraite, c'est-à-dire après hier entre 62 et 67 ans, si une décote s'applique à vous, on va l'appliquer, votre pension va diminuer entre 62 et 67 ans. Mais quand on va arriver à 67 ans, c'est-à-dire 5 ans après l'âge officiel du départ à la retraite, à 67 ans, ça s'appelle l'âge du taux plein automatique. L'âge du taux plein automatique. Et à cet âge-là, à 67 ans, la décote s'arrête et on va recalculer d'une manière différente le montant de votre pension de retraite. OK? Hein. Euh, alors, regardez, je vous le fais ici, je vous explique. OK? Donc, alors, ça c'est la correction. Jusqu'à la conversion du montant. Alors, il le percevra donc jusqu'à 67 ans, c'est-à-dire âge légal du départ à la retraite. Donc entre 62 et 64, hein, plus 5 ans, 5 ans, d'accord, euh, jusqu'à 67 ans, ok, ok. Arrivé à cet âge, donc l'âge légal du départ, alors attends, arrivé à, alors attends, ça s'appelle comme ça, euh, merde, comment j'ai dit ça? Euh, la pension automatique, la pension, ouais, euh, à l'âge, alors, arrivé à l'âge de la pension automatique à temps plein, pension automatique à taux plein, c'est 67 ans, hein. On recalcule le montant de la pension. Le montant de la pension. Alors, d'une façon mathématiquement juste, parce que les 0,625, là, c'est une baise, hein. C'est un truc, c'est pas fair play, hein. Vraiment, ça vous punit du fait d'être parti trop tôt en retraite. OK. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, voilà, hein, à l'âge de la pension automatique à taux plein, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est le mot-clé. On calcule le montant de la pension. Alors, comment? Comment? Regardez, on va faire ça. On fait. Montant moyen des 25 meilleures années, 2850 euros. Attends, je suis fatigué, moi. Euros, ok, alors, fois 50%, pour ça qu'on dit taux plein, fois 50%, 50%, mais attention, alors, le nombre de trimestres cotisés que tu as accumulé divisé par le nombre de trimestres que tu aurais dû avoir par le taux plein. OK? Donc, dans mon cas, ça ferait quoi? Ça ferait, il aurait cotisé combien? 156 trimestres, 156, divisé, alors là, je ne peux pas faire une barre de fraction, hein. Donc je fais diviser, ah bah si, ça marche, par le nombre total que la loi attendrait, 172. OK, voilà. Et là, ça va vous donner un montant de pension qui est mathématiquement équitable. Il manque 16 trimestres, ok, eh bien, on va enlever 16 172e du montant de ta pension. C'est-à-dire qu'on ne baisse pas, quoi. C'est honnête, ok. Alors, je ne l'ai pas calculé, je ne l'ai pas calculé. Attends, j'ai pas mon téléphone. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais pas ce qu'il est. Ça fera, alors, je veux déjà vous dire que ce sera plus que les 1440 de tout à l'heure. Ok, ce sera plus que les 1440 de tout à l'heure. Ok, voilà. Euh, voilà. Donc, comprenez bien, la décote, c'est un mauvais moment, c'est une mauvaise moment à passer, parce que votre montant d'imposition de retraite est franchement, vous êtes puni, mais la punition ne dure qu'entre 62 et 67 ans. Alors maintenant, vous savez que la loi change en ce moment. On a retardé l'âge du départ en retraite. Ok. Eh bien, quand l'âge du départ en retraite sera bientôt à 64 ans, eh bien, l'âge du taux plein automatique sera 64 plus 5, ce sera 69 ans. Donc on décale tout, on décale tout. Mais la période de la décote ne dure jamais plus de 5 ans. Ça va? OK? Alors, ça,
Donc là, calculer, je vous laisse faire le calcul, hein, ok. Alors maintenant, supposons qu'il a déjà réuni tous les trimestres requis et qu'il décide de continuer de travailler jusqu'à 65 ans. Ok. 65 ans, par exemple, hein, ayant alors accumulé 182 trimestres. Ça veut dire qu'au moment où il va s'arrêter, il aura accumulé plus de trimestres que ce que la loi exige. La loi, elle en veut 172. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez fait du RAB? Donc là, ça veut dire qu'il a fait 10 trimestres de RAB. Ok. Alors dans ce cas-là, c'est l'inverse de la décote. On applique la surcote. La surcote. Et la surcote, ça consiste à faire un truc, ça consiste à majorer le montant de votre pension, c'est une pension à taux plein, la majorer de 1,25% pour chaque trimestre en plus des 172. On majore la pension de plus 1,25% pour chaque trimestre en plus des 172. OK. Alors, ça fait quoi? Ça fait ça fera ça. Toc, la surcote. Surcote. Alors, c'est simple, surcote. Comment tu fais? C'est ta pension à ton plein, ton taux de pension à taux plein, c'est-à-dire a priori, je prends là-haut, hein, je prends sans les enfants, hein, je prends sans les enfants pour l'instant. Ça nous faisait 1425, ok, surcote, 1425 euros, ok, plus, alors, ça, enfin non, pardon, majoré, pardon, on va faire ça clairement, majoré de, alors, 1,25%, 1,25% par trimestre supplémentaire. Ah tiens, supplémentaire. Où est-ce que je suis supplémentaire? C'est-à-dire en plus des 172 trimestres exigés. OK. Donc, ici, on a 10 trimestres de plus. Donc, la pension, elle va être majorée de quoi? C'est 10 trimestres de plus. Donc, la pension sera majorée de 10 fois 1,25. Donc, la pension est majorée de 10 fois 1,25%, c'est-à-dire de 12,5%. OK, ça fait 1, soit 12,5%. 100%, c'est où? OK. Ça nous fait quoi? Hein. Ça nous fait donc 1425 euros. OK. Bah, plus 10%, plus 10%, on a bien dit plus 12,5%, plus 12,5%. Alors, je l'ai calculé, ça nous fait 1603 euros, hein, c'est-à-dire 1603 euros au lieu de 1425. Alors maintenant, là, on pourrait, alors si on fait les choses complètement, majorer cette pension-là des 10% dus aux enfants, aux trois enfants. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on l'a fait. OK? Voilà. OK, hein. Donc si on rajoute la majoration pour les morpions, on majore les 1603 de 10%. OK? Ça vous ferait 1763, je crois. Ça va? Donc là, j'ai fait un truc complet. OK. Alors, une chose. Jusqu'à quand percevrait-il la pension majorée, la surcote? Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Alors, écoutez bien, la différence entre majoré. La différence entre décote et surcote. Première différence, la décote, la décote affecte le taux de liquidation, diminue le taux de 50%. Diminue, elle s'applique au taux de 50%. Alors que la majoration, la surcote, elle s'applique à la pension, au montant de la pension. Première chose. Deuxième différence, la décote, elle s'applique entre 62 et 67 ans, pendant 5 années au maximum. OK. En tout cas, elle s'applique jusqu'à l'âge du taux plein automatique. OK. Alors que la surcote, elle s'applique jusqu'à votre mort. Ça va? Ça va? Voilà. Ça, c'est le truc technique. OK. Voilà. OK. Alors, normalement, à l'examen, ils vont pas vous demander en général de faire des calculs.
mais ils vont vous demander la règle. Ils peuvent vous demander la règle. Et il y a quelque temps, c'est tombé à l'examen, il y avait comme ça, on disait, voilà. Alors, regardez d'ailleurs, mon intitulé là, ça là, je l'ai plus ou moins repiqué dans un examen du DSCG. Pardon, du DCG. Du DCG. OK? Hein, donc le mec, il lui manquait des trimestres et il fallait dire qu'il y aurait une décote parce qu'il lui manquait des trimestres, une décote de 0,625% applicable aux 50%, dire que grâce à ces quatre enfants, sa pension serait majorée de 10%. Tu vois, vous demandez la règle, non pas de faire le calcul. Là, quand on fait le calcul, c'est un peu plus détaillé, je dis pas compliqué, détaillé, mais quand vous savez faire ça, vous savez après bien l'expliquer. Vous comprenez? Voilà. OK. Alors, euh, OK. Alors, Edwin vient de terminer. Alors ça, c'est un cas sur assurance chômage. Il vient de terminer son premier emploi, un CDI de 7 mois. A-t-il droit à l'assurance chômage? Alors, pour avoir droit à l'assurance chômage, il faut quoi? Il faut avoir travaillé un certain nombre de jours ou un certain nombre d'heures au cours d'une certaine période. OK. Alors, le nombre de jours, en maman, c'est au moins avoir travaillé au moins 130 jours au cours des 24 derniers mois. Alors après, ça dépend de votre âge, hein. Mais quand vous avez moins de 55 ans, il faut avoir travaillé au moins 130 jours au cours des 24 derniers mois. Si vous avez plus de 55 ans, c'est au moins 130 jours au cours des 36 derniers mois. OK. Bon, lui, il a moins de 55 ans. OK. Alors, il a CDD de 7 mois. OK. 7 mois, 7 mois, alors même si vous comptez, alors 7 mois, ça vous fait en gros combien? Ça vous fait, c'est combien de semaines ça? Je réfléchis. Euh, Combien de semaines ça fait? 7 mois. 4 fois 7, 28. Alors, je sais plus que ça. 55, ça fait 30 semaines quasiment. 30 semaines. 30 semaines, 5 jours ouvrés, travaillés, ok, 35, euh, 30 semaines, hein, 3 fois 5, 15, 150 jours travaillés. Ok. Donc, il a travaillé au moins 150 jours au cours des 2 dernières années. Donc, c'est donc supérieur aux 130 jours exigés. Ok, il aurait dû avoir travaillé au moins 130 jours. Et lui, il a travaillé 150 jours. Donc, il a travaillé suffisamment de jours au cours des 2 dernières années pour avoir droit, a priori, à l'assurance chômage. Ok. Alors maintenant, quelles sont les différentes conditions pour pouvoir avoir droit à l'assurance chômage? Il n'y a pas uniquement la durée de cotisation. Vous vous rappelez, alors, il y a plein de trucs, il faut être apte au travail. Apte au travail, en recherche d'emploi évidemment, donc inscrit au Pôle emploi, avoir perdu involontairement son emploi, c'est vachement important, donc pas avoir démissionné. Maintenant, si vous avez démissionné, mais pour motif légitime, vous avez quand même droit à l'assurance chômage. Ok. Mais si c'est une démission normale, vous n'avez pas droit à l'assurance chômage. Il ne faut pas avoir l'âge de la retraite et avoir tous vos trimestres. Dans ce cas-là, on vous dirait partir en retraite. Ok. Donc il y a une liste. Vous êtes sur le territoire national aussi. Bon. Donc il y a toute une liste de conditions à remplir pour avoir droit à cette assurance chômage. Ça va? Ça, c'est du cours. Question suivante. Quel nom porte l'allocation versée aux chômeurs? Ça, c'est facile. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi. Ok. ARE, hein, donc c'est allocation de retour à l'emploi. Donc, autrement dit, ARE. OK. Euh, Attends, je réponds déjà ici à cette question. Je ferai le corriger plus tard. OK? Oui, hein, car il a travaillé au moins 130 jours au cours des 24 derniers mois. 24 derniers mois. OK? Voilà. Travailler. OK. Alors, à combien s'élève normalement l'allocation de retour à l'emploi? En fait, ça dépend de votre âge. Quand vous êtes jeune, c'est 50% taux de précédent salaire. Quand vous êtes vieux, c'est plutôt 75% votre précédent salaire. Ok. Vu que lui, c'est un jeuneau, hein, quel âge il a? 21 ans. Ok. Donc ce sera plus proche, plus près de 50%, 57% de son précédent salaire. Ok. Donc, a priori, parce qu'il est jeune, a priori, 57% de son précédent salaire.
C'est son dernier salaire, quoi. OK? Alors, attends, pof. Contrôle. Et voilà. Vraiment chiant, ce truc. Alors, attends. Toc. Contrôle. Attends, c'est ici. C'est ici. Ouais, c'est ça. Ah, bah, c'est bon. Ah non, merde. Non, voilà. Attends, on va faire ça comme ça. Donc, c'était ça. 57%. 57%. Ouf, OK. Alors, pendant combien de temps? Alors, normalement, en fait, la durée d'indemnisation, elle est calquée sur la durée, le nombre de jours travaillés. Si j'ai travaillé 200 jours avant d'être au chômage, je serai indemnisé pendant 200 jours. OK. Mais il y a, depuis récemment, une réduction de ça de 25% de la durée indemnisée, selon que le taux de chômage est plus ou moins de moins de 9%. C'est une connerie de Macron, ça, pour payer moins les gens. Bon. Euh, donc, en gros, ici, puisque si on suppose que le taux de chômage est inférieur à 9%, en plus il bidonne les taux, le mec, bon bref, ça ferait, donc s'il a travaillé 130, combien il avait dit, 150 jours à peu près, 150 jours, ça ferait 150 jours moins 25%, en théorie. OK? Donc, la durée travaillée, éventuellement, moins 25%. Alors, ça dépend de la situation de l'emploi, donc c'est vraiment moins 25%. OK. Bon. Officiellement, je vous dis, on a moins 25, moins de 9% de chômage, mais bon. Alors, euh, au maximum, cette durée. Alors, ça dépend de votre âge. Ça dépend de votre âge. Et logiquement, dans son cas, ce serait la même. Alors, s'il a moins de 25 ans, sèche, si je me rappelle bien, pendant 18 mois. C'est 18 mois au maximum. 18 mois au maximum. Ça dépend vraiment de votre âge. OK? Vous avez moins de 56 ans, entre 56 et 57 et plus de 57. Quand vous avez moins de 55 ans, c'est 18 mois maximum. Entre 56 et 57 ans, c'est 22 mois et demi au maximum. Et quand vous avez au moins 57 ans, c'est au moins 27 mois. OK. Donc dans son cas, lui, c'est 18 mois, car il est âgé de moins de 55 ans. 55 ans. Alors, son conseiller l'a convoqué à deux reprises pour entretien, auquel il ne s'est pas présenté. Quelles peuvent en être pour lui les conséquences? Alors, les conséquences, c'est si vous n'êtes pas sans justification, vous ne présentez pas, par exemple, à une convocation de votre conseiller pour France Travail, théoriquement, c'est la suspension ou la suppression de vos allocations chômage. OK? Donc la sanction, c'est la suspension, ça dépend des cas, ou la pression du droit à l'ARE. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, comment dire, être chômeur, c'est un boulot à temps plein. Être chômeur, c'est vous êtes chercheur d'emploi à temps plein. En théorie, 35 heures par semaine, vous êtes censé pouvoir, si votre conseiller vous convoque, justifier que vous avez, pendant 35 heures chaque semaine, cherché du boulot. Donc, il voudra voir les rendez-vous que vous avez eus, les lettres que vous avez envoyées, les réponses que vous avez obtenues, etc. OK. Parce que si vous pouvez pas justifier, je cite, d'une recherche active d'emploi, c'est un argument pour France Travail de réduire ou supprimer vos allocations chômage. OK. Voilà, OK. Bon, écoutez, on a vu pas mal de trucs ce soir. C'était un peu technique, vous voyez. Bon, c'est pas la mort non plus, OK. C'est pas du contrôle de gestion, Euh, mais on pourra au besoin y revenir. OK. Alors, les corrections que j'ai pas faites plus haut, je les ferai demain ou les jours suivants, donc vous les retrouverez sur la plateforme après. Ça marche? Ça va? Voilà, jeunes gens. OK. Bon, je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée, bossez bien, bossez bien. Est-ce que le temps avance, hein, l'examen se profile bientôt. Voilà, ça considérer que ça, c'est les points là qu'on a là, avec l'histoire de la conclusion des accords collectifs, c'est les points les plus techniques de tout le cours. Donc tout le reste, tout le reste plus facile. Mais vous remarquez, c'est pas, il y a pas, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Ok. Voilà. Allez, bonne soirée, jeunes gens, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bonsoir.